Alors, comme l'a dit Taline précédemment, ma thèse porte sur les Arméniens soviétiques et post-soviétiques installés en Californie depuis les années 80. Et j'ai intitulé cette thèse « Dissonance diasporique » car j'explore le cas des Arméniens pour m'intéresser, bonsoir, aux fragmentations, aux clivages, aux lignes de partage du groupe diasporique, qui est souvent appréhendé comme un tout monolithique, un sas unificateur. Alors ceci n'est pas propre au cas des Arméniens. La littérature qui étudie le devenir des immigrés a souvent et parfois exclusivement abordé le groupe diasporique ou immigré comme un espace de convergence identitaire avec une même terre d'origine, des objectifs, un horizon d'attente commun, des pratiques solidaires. Et le cas des Arméniens est emblématique car pour désigner l'expérience de la dispersion arménienne, les termes de communauté ou de diaspora au singulier sont presque immanquablement employés, bien que la plupart des monographies soulignent à chaque fois, en quelques phrases, quelques chapitres parfois, les spécificités de tel ou tel groupe, de telle ou telle sous-communauté, qu'il s'agisse de différences nationales, de divergences politiques, d'affiliations religieuses, de variantes linguistiques. Alors j'émets l'hypothèse selon laquelle le contexte arménien complexifie, accentue cette diversité d'origine et qu'aux différences culturelles, géographiques, nationales s'ajoute une série de facteurs qui donnent lieu à une partition supplémentaire, qu'il s'agisse d'un contexte juridique migratoire, à des situations économiques, à l'engagement des autorités américaines. Pour le dire simplement, et pour reprendre les termes de David Haynes qui s'est intéressé aux réfugiés américains, ils viennent dans des Amériques différentes. Alors j'ai décidé de porter la focale sur la période contemporaine et j'ai fait démarrer cette chronologie à 1980 pour des raisons à la fois historiques et pratiques. Alors pratique parce que 1980, c'est l'année où les Arméniens deviennent visibles dans le recensement américain puisque la question ancestry, des ancêtres, des origines, est ajoutée au recensement en 1980. Au préalable, il se noyait, il se perdait sous le qualificatif de blanc et on ne pouvait repérer en fait que les étrangers, que les immigrés. 1980 également dans l'histoire américaine, c'est une date importante puisque c'est le Refugee Act qui va marquer un tournant aussi dans la politique d'accueil des États-Unis à l'égard des réfugiés et une grande partie des Arméniens à partir des années 80 vont très largement bénéficier de ce statut, on le verra de différentes manières. 1980, c'est également à ce moment-là que la Californie va devenir véritablement un épicentre, un espace où vont se concentrer une grande partie des Arméniens, avec un double mouvement, à la fois les immigrés, surtout venant du Moyen-Orient et d'Arménie, vont s'installer, et à la fois une migration plutôt interne, avec des Arméniens issus, par exemple, de la côte Est, nés aux États-Unis, mais qui vont se concentrer en Californie et surtout à Los Angeles qui est à présent souvent appelé Los Armenios aux États-Unis. Alors quelques chiffres peut-être, donc pour vous. Alors, je suis un peu perdue. Oui, alors voilà, donc en Californie, voilà. On voit la montée démographique des Arméniens. Hein. On passe en 1980 de 81 000 à 259 000 à présent. Autre peut-être, voilà, autre graphique qui illustre quand même cette montée en puissance de la présence arménienne en Californie. Voilà ce graphique. Et de manière aussi symptomatique, alors qu'en 1970,
la Californie ne concentrait que 25% des Arméniens des États-Unis, eh bien aujourd'hui, à elle seule, elle concentre plus de 56% de cette population arméno-américaine. Donc il y a vraiment une véritable concentration sur la Californie. Donc dans ces années aussi charnières, 70-80, les Arméno-Américains vont participer à la mise en place de nouvelles institutions diasporiques, et il y aura notamment ce mouvement des écoles dans les années 80. Donc c'est à la fois une époque qui va se signaler par une américanisation grandissante à travers ces organismes, et à la fois, via ces organismes, les Arméno-Américains vont pouvoir se retourner vers leurs racines. Les années 1980, c'est aussi pour les Arméno-Américains une sorte de réveil diasporique. Ils vont s'intéresser à l'Arménie, ils vont se mobiliser pour la question du Haut-Karabakh, ils vont s'organiser pour aider l'Arménie après le tremblement de terre et aider à l'indépendance et à l'après-époque soviétique. Ma recherche s'appuie surtout sur un travail de terrain qui relèverait plutôt de l'enquête ethnographique, donc observation, fréquentation des espaces arméniens, participation à des activités sociales et institutionnelles. J'ai inscrit mes enfants aussi à l'école arménienne, j'ai intégré un certain nombre de groupes Facebook, et surtout donc conduite d'entretiens longs. Et lors de mon dernier séjour, j'ai notamment mené plus de 80 entretiens en arménien et en anglais auprès d'immigrés arméniens arrivés à des moments différents et originaires de pays distincts. Alors j'ai ciblé 3 origines: les 2 principaux pourvoyeurs d'immigrés arméniens, Arménie et Iran, et un troisième groupe hétéroclite composé de régions variées: Liban, Turquie, Azerbaïdjan, Irak, Inde, Suède, France, Égypte, Syrie, et j'en oublie sûrement. Alors juste, je ne suis pas très à l'aise avec cette présentation. Voilà, là pour vous. Ah non. Ça rate. Voilà, donc là pour vous montrer en fait les 3 origines principales représentées donc là aux États-Unis. Donc en fait les Arméniens d'Arménie représentent 38% des étrangers et 16% de la population totale arméno-américaine. Deuxième groupe, les Iraniens, près de 25% des étrangers arméniens, 10% de la population totale, et loin derrière, le troisième groupe, Liban. Et pourtant, on parle beaucoup d'eux dans les institutions diasporiques. Et au niveau de la Californie, c'est encore plus prononcé. 84% des Arméniens d'Arménie optent en fait pour la Californie. Et aujourd'hui, ils représentent 41% des étrangers de Californie. Donc c'est vraiment le groupe, disons démographiquement, le plus important. Donc FB, ça veut dire Foreign Born. Voilà, donc j'ai conduit des entretiens qui ont duré entre 1h30 et 6h, et cette approche qualitative, elle m'a permis en fait d'échanger avec les enquêtés, de les interroger sur les expériences personnelles, singulières, et donc au fur et à mesure du nombre, se dessine une double tendance. D'un côté, les expériences communes, la communauté de destin des immigrés arméniens, et d'un autre côté, une très grande diversité des parcours. Je me permets quand même aussi de préciser que ma connaissance du terrain californien ne se limite pas uniquement à ce travail doctoral, puisque je me rends très régulièrement en Californie depuis plus de 30 ans, pour des séjours allant de 3 semaines à 1 an, selon les années. Et donc, mon travail, au-delà en fait de ce travail doctoral, de facto, je suis depuis plus de 30 ans une observatrice et une participante occasionnelle de cette communauté arméno-américaine. Alors j'ai décidé également de porter la focale sur les Arméniens soviétiques et post-soviétiques, car on l'a vu
tout à l'heure, ils sont le premier groupe, maintenant représenté parmi les étrangers arméniens de Californie. Ils représentent également une majorité culturelle. Si on regarde leur influence dans les médias, la télévision, si on regarde aussi leur prégnance dans l'enseignement des langues aujourd'hui en Californie. Et puis également, ils sont frappés d'une certaine hyper-visibilité médiatique qui ne plaît pas toujours d'ailleurs à leur coethnique, car on a beaucoup parlé d'eux ces dernières années dans des affaires de fraude et de corruption. Voilà, donc par exemple là, 2014, LA Weekly, The Unusual Suspects, Taking Down Armenian Power, California's Modern Mafia, par exemple. Là, c'était un article du LA Times avec un autre membre d'un gang. Et petit à petit, cette image, elle va contaminer aussi les fictions. Et là, par exemple, on a une série, la série House of Cards, où on a encore un Arménien qui est représenté. Et ce qui est très curieux, c'est que cette représentation presque caricaturale, elle va même après influencer, impacter les fictions d'Arménie. Et donc, depuis quelques années, j'observe en Arménie une série aussi de séries qui s'intéressent à des Arméniens qui émigrent aux États-Unis et qui sont pris dans les filets de la mafia. Donc il y a Green Card, il y a aussi Immigrant Nel, Immigrant Vdankavot Rare. Voilà, donc on est vraiment là dans la caricature. Green Card, c'est une série. Alors c'est nouveau, j'ai découvert ça, voilà, mais c'est une série. Américain, c'est une série. Alors j'ai l'impression que la plupart en fait de ces séries sont tournées en Arménie. Mais elles sont montrées à la télévision et en Arménie et aux États-Unis. Et dans The Shield aussi. Pardon. Dans The Shield aussi, on a la mafia arménienne, bien sûr. Non, mais il y a aussi voilà. Déjà, tout à fait. Il y avait aussi Weed. Enfin, on a plein de séries, disons, américaines, dans laquelle on voit en fait émerger cette figure de la mafia arménienne. Que dire d'autre et puis dans les discours des coethniques, des autres Arméniens, ils donnent lieu à des représentations stéréotypées et des sentiments très hostiles. Et pourtant, malgré cette présence démographique, cette hypervisibilité grandissante dans la culture populaire, les Arméniens issus de l'ex-URSS installés aux États-Unis sont sous-représentés dans les institutions diasporiques traditionnelles. Effet étrange, ils n'ont, à ma connaissance, à ce jour, donné lieu à aucune étude. Alors, on pourrait arguer que leur arrivée est relativement récente et qu'il faudra encore attendre. Je ne sais pas si la chronologie est l'unique explication de ce silence, puisque des groupes arrivaient simultanément, comme les Arméniens du Liban, les Arméniens d'Iran, ont donné, eux, lieu à des études. Voilà, donc ceci étant dit, je ne vous proposerai pas en fait une présentation sur uniquement le groupe des Arméniens soviétiques et post-soviétiques, mais je vous propose quelque chose, un aperçu un petit peu plus large de cette présence arménienne de Californie, avec un rappel des étapes principales de l'installation du groupe, une visibilité multiforme, on le verra, du groupe en Californie, et la fragmentation telle qu'elle apparaît aujourd'hui. Alors j'attire aussi votre attention sur le fait que si, vu de la France et de la diaspora arménienne, on pourrait croire que les Arméniens des États-Unis sont un sujet qui a été vu et revu, enfin je ne sais pas vous, mais moi c'était un petit peu l'idée que j'en avais avant, puisqu'ils représentent quand même la deuxième diaspora arménienne du monde après la Russie, il n'en est rien. Très peu de travaux ont été publiés sur l'histoire de l'immigration arménienne et la plupart se sont concentrés en fait sur ceux qu'on appelle les old-timers, ceux qui sont arrivés à la fin du 19e et au début du 20e.
Alors, donc le premier, c'est Vartan Malcolm, qui en 1919 a écrit The Armenians in America. Alors, un personnage assez intéressant, c'est un avocat. C'est un avocat donc, arménien des États-Unis qui s'est beaucoup engagé également dans les procès qui ont conduit à octroyer aux Arméniens la blancheur. Puisque jusque-là, ils n'étaient pas considérés blancs, et à cette époque, si vous n'étiez pas blanc, vous n'étiez pas éligible à la nationalité, et vous n'aviez pas non plus un certain nombre de privilèges comme l'accès à la propriété, parfois même la location de terre, ou même certains métiers. Voilà. Donc lui, il s'est engagé là-dessus, et je trouve, et donc du coup, il me semble que la date 1919, elle n'est pas non plus anodine, puisqu'on était aux États-Unis en plein nativisme. La deuxième source importante, c'est Robert Murack, qui a lui écrit, qui lui aussi s'est intéressé à la question de l'installation des Arméniens, mais qui malheureusement s'est arrêté à la Première Guerre. Mais c'est vraiment une source. Il a utilisé des sources d'une étendue extraordinaire, des registres de ports, de bateaux, des articles, des courriers publiés dans la presse diasporique. Voilà, donc c'est vraiment un ouvrage majeur. Alors il y a quelques monographies aussi qui ont été faites sur des territoires plus circonscrits. Alors je pensais notamment à The Fresno Armenians de Bulbulian. Et puis, pour une plongée plus contemporaine, alors il y a l'œuvre majeure de Annie Bakalian, Armenian Americans from Being to Feeling Armenian, mais elle commence à dater en fait, puisqu'elle a mené son travail dans les années, à la fin des années 80, début des années 90. Et pour preuve, elle évoque le cas des Arméniens d'Arménie sur un mode très laconique. Elle dit « more are coming », mais on n'en sait pas davantage. En France, il y a l'excellente thèse de Sarah Medjian, que vous devez sûrement connaître. Alors c'est une géographe, elle s'est intéressée et elle a remis en question ce modèle de l'enclave. Et puis il y a également mon collègue Julien Zarifian, américaniste, alors qui ne s'est pas intéressé véritablement aux Arméniens en général, mais plutôt à leur mobilisation politique. Il s'est intéressé au lobby, et ces derniers travaux s'intéressent à la non-reconnaissance du génocide par les autorités américaines. Voilà. C'est donc un terrain, il me semble peut-être pas en friche, mais encore qui a besoin d'être arpenté. Et d'ailleurs, aux États-Unis, lors de mon dernier terrain, j'ai été frappée de rencontrer un certain nombre de jeunes chercheurs qui n'ont rien d'arménien, mais qui, de manière tout à fait pratique, se sont mis à apprendre l'arménien pour pouvoir s'intéresser à ce cas qui est absolument sous-étudié. Alors, des formations professionnelles, en tant que prof, je pars tout le temps des questions de mes étudiants ou de ce qu'ils savent pour un petit peu avancer. Donc je voulais voir, est-ce que ce soir il y a des choses qui vous intéresseraient plus que d'autres ou... Moi, je ne sais pas. Merci à nous. En fait, moi, ce sujet m'intéressait depuis longtemps. J'avais même envisagé à un moment donné de faire un projet du Netcart au Netcart, enfin, je veux dire, les Arméniens à partir des Arméniens de Sovétachem, et donc d'une diaspora à l'autre, puisque ceux de Sovétachem se sont retrouvés de différentes diasporas en Arménie, puis se sont mélangés, puis sont repartis et se retrouvent dans d'autres diasporas, et notamment à Los Angeles. Et donc de voir ce point tournant, d'ailleurs, ils ont été remplacés d'ailleurs par une nouvelle diaspora venue d'Azerbaïdjan, parce qu'ils ont vendu. Alors il y avait la question de... Donc moi, j'ai aussi commencé à aller en Californie un petit peu avant 1976, et j'avais été frappée par ces premières oppositions. Mais alors, à l'époque, c'était entre les Arméniens d'Irak, du Liban, etc., qui vivaient dans des coins différents. On a étudié aussi la particularité des Netkartor,
réexpatriés, et les post-soviétiques qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, même s'il y a eu aussi des mélanges familiaux. Donc il y a cette dimension-là qui vous intéresse. Non, mais que je trouve aussi importante, parce que c'est... voilà, les Arméniens soviétiques, c'est un groupe aussi très clivé, et suivant les vagues d'émigration, la façon dont ils sont arrivés, et même y compris au sein des familles. C'est-à-dire voilà, au sein d'une même famille, il peut y avoir, avec la parentèle alliée, quoi, le phénomène des chonami, d'un endroit, de l'autre, ceux qui ont une meilleure assise. Alors voilà, Nel Kartour s'identifie peut-être plus, alors, à un moment donné, c'est l'ancien pays d'origine. Pas que l'Arménie, mais parce qu'ils étaient venus du Liban ou de France, etc. Et donc, est-ce qu'il y a ces phénomènes de recomposition aussi à l'intérieur des clivages que vous avez pu observer ? Dans les, ça c'est dans la partie sur les fragmentations, mais aussi dans la partie de l'installation des Arméniens soviétiques, parce qu'en fait, les premiers soviétiques qui ont été qui ont pu finalement quitter, c'est les Hayri-Nadar ou les Nergartsi, puisqu'ils étaient les seuls à avoir un réseau familial, puisqu'en fait les soviétiques ont commencé à laisser quitter leurs citoyens uniquement sur la question de la réunification familiale. Donc les Allemands, les Juifs et de facto les Arméniens étaient les seuls à avoir une diaspora à l'extérieur et étaient les seuls à pouvoir du coup mobiliser leur famille. Donc ça a été les premiers à partir. Et j'ai été frappée, donc c'est vrai que tous ceux qui sont arrivés à partir des années 60, 70 que j'ai pu interviewer, mais jusque dans les années 90, étaient vraiment en majorité des Hayri-Nadar ou des descendants des Hayri-Nadar qui avaient grandi avec aussi cette idée de partir. Et alors, pas nécessairement issus des Américains. Moi, je n'ai rencontré, dans mes entretiens, aucun Américain parti revenu, mais beaucoup, des gens d'Égypte, de France, de Liban, de Syrie, qui après donc, sont partis aux États-Unis. Et j'ai été frappée également aussi quand on s'intéresse à la fragmentation, de voir à quel point ils continuent de s'identifier comme Hayri-Nadar, eux-mêmes et les autres. Lors d'un premier terrain exploratoire, j'avais visé uniquement la génération dite 1.5, les 1,5, ça veut dire ce sont les enfants nés en Arménie, mais qui sont arrivés donc enfants, donc qui ont bénéficié du système éducatif aux États-Unis. Et alors j'ai été frappée d'entendre leurs expériences, qui me disaient que lorsqu'ils se retrouvaient, que ce soit à Hollywood ou à Glendale, dans des quartiers avec une forte concentration arménienne, ils se divisaient entre les Stansi, donc les Hastansi, ils sont appelés les Stansi, les Barskahai, les Arméniens d'Iran, et les Hayri-Nadar. Alors j'étais très étonnée de voir que ces divisions-là perduraient. Et puis, j'ai été également frappée lors de mes échanges de me rendre compte que souvent, finalement, lorsque des Arméniens soviétiques épousent des Barskahai ou des gens d'un autre groupe, finalement ce sont des Hayri-Nadar. Donc en fait c'est pas des vrais, si je veux le dire, Arméniens soviétiques ou possédés. Mais donc il y a encore cet héritage-là fort. Ceux de 46 et ceux des années 60, parce qu'il y a aussi une stratégie de la part des Arméniens d'Iran et surtout de Syrie d'émigrer vers l'Arménie pour ensuite demander le refuge politique. Et donc dans une perspective vraiment, parce qu'ils ne pouvaient pas l'obtenir directement de Syrie ou d'Iran, et donc de faire un petit tour par l'Arménie pour ensuite pouvoir atterrir aux États-Unis. Okay. Donc il y a aussi cette... Alors dans les entretiens que j'ai conduits, ceux qui sont partis en Arménie le plus tard, c'était dans les années 70, mais eux, c'était avec le projet, de ce qu'ils m'ont dit, de s'installer en Arménie. Mais finalement, ils sont repartis après. Sinon, donc, juste, est-ce qu'il y a d'autres points qui vous intéressent Non, on fera les questions après. Et donc,
Donc quand j'ai commencé moi, à m'intéresser au cas des Arméniens, j'avais un petit peu l'impression naïve que cette présence arménienne aux États-Unis, elle était le fruit plutôt d'un hasard, une sorte de collision fortuite de l'histoire des Arméniens avec l'Amérique. Et en fait, de plus en plus, je me suis rendu compte que non, cette présence arménienne aux États-Unis, elle s'inscrit pleinement, résolument dans l'histoire américaine. Donc les premiers qui sont arrivés, ce qu'on appelle en fait les pioneers, donc la trace des premiers Arméniens sur le sol américain, donc les premières traces datent du XVIIe siècle. Et le premier Arménien à être arrivé serait donc un certain Martin the Armenian, qui serait arrivé à Jamestown en 1618. Voilà. Il aurait été le serviteur d'un gouverneur colonial. Alors, c'est une symbolique importante en fait pour les Arméniens des États-Unis, parce qu'en fait, se dire que son premier ancêtre est arrivé voilà, lors des premières colonies anglaises, c'est inscrire l'histoire des Arméno-américains pleinement dans l'histoire de la construction américaine. Et j'ai été frappée que plusieurs de mes enquêtés m'aient parlé voilà, de ses origines. Voilà. C'est vrai ou c'est une légende? Non, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est Vartan Malcolm voilà, a retrouvé ses traces, mais après il perd ses traces. Une fois qu'il fait fortune dans le tabac, apparemment il retourne en Angleterre et on perd sa trace à ce moment-là. Après donc, ce premier personnage, les Américains auraient fait appel à des Arméniens pour le développement de la sériculture, et donc ils font venir quelques Arméniens, et à part ces quelques personnages éparses, c'est plutôt au mi-temps du XIXe siècle que commencent à arriver aux États-Unis les élèves arméniens des collèges américains, des missions protestantes qui se développaient dans l'Empire ottoman. Alors les missions protestantes américaines auprès des Arméniens, elles commencent dans les années 1830. Donc évidemment au début l'église arménienne ne voit pas cette installation d'un bon œil, et à partir de 1847-1850 il y a un développement des églises protestantes dans l'Empire ottoman, des écoles. Donc Robert Mirac il dénombre 5 écoles théologiques, 49 collèges et pensionnats qui rassembleraient près de 5000 étudiants au début, en 1908. Donc les premiers Arméniens à arriver aux États-Unis sont les élèves, les enseignants de ces écoles, qui viennent soit poursuivre leurs études religieuses, soit se spécialiser par exemple en médecine ou en droit. Et à ces étudiants s'ajoutent quelques commerçants qui veulent étendre leurs activités, mais qui s'appuient toujours sur ce réseau protestant. Voilà. Mais bon, il reste quand même minoritaire. Et puis la première vague, elle va vraiment elle va vraiment émerger avec les massacres de la fin du 19e, les massacres hamidiens et le génocide des Arméniens. Dans les années 20, donc au niveau des États-Unis, c'est une période qui va instaurer des quotas et donc qui va drastiquement réduire les flux, mais les Arméniens continuent d'arriver, et notamment après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des réfugiés qui vont arriver, et on les appelle les DPs, les Displaced Persons, et qui arrivent voilà, des pays de l'Est, notamment de l'Allemagne. Et ils vont être aidés surtout par cette association ANCHA qui les fait venir aux États-Unis. Alors j'ai été également frappée, là encore, de voir à quel point les Arméniens, entre eux, s'appellent, lui c'est DP, c'est un descendant de DP, il se marie avec une DP, voilà, donc
il y a encore cette frontière qui reste. Et alors la plupart de ces DPs en Californie, on les trouve aujourd'hui dans la région de Montebello, où il y avait déjà en fait un foyer d'Arméniens de Russie. Et donc ils se retrouvent plutôt dans cet espace géographiquement. Et après, donc évidemment, dans l'histoire américaine, moment clé, c'est Hart-Celler, 1965. C'est l'ouverture des États-Unis à l'immigration. C'est la fin des quotas. Et évidemment, ça va coïncider avec un moment où les Arméniens du Moyen-Orient arrivent avec donc les bouleversements politiques que nous connaissons. Et voilà, les Libanais en font partie, les Iraniens en font partie, les Irakiens, les Égyptiens. Voilà. Et puis, s'il fallait donner un nombre, un chiffre, s'il fallait la qualifier, on pourrait parler peut-être d'une troisième vague qui arriverait à partir des années 70 avec les Arméniens d'ex-URSS. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec Claire, donc ces premiers qui commencent à affluer sont les descendants ou eux-mêmes les Nelgartsi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aussi bénéficier d'un contexte qui va leur être favorable, puisque les Juifs, surtout, vont être appuyés par les États-Unis et vont bénéficier d'un statut de réfugiés presque d'emblée d'office. Voilà. Et les Arméniens, ils vont profiter, en fait, si je puis dire, de cette ouverture et de ce soutien américain. Alors, ce qui se passe un peu dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que les premiers à partir en fait de l'URSS, en peut-être 56, oui, c'est les Arméniens, sur la base du regroupement familial, oui, entre guillemets. Et les réfugiés juifs, les Juifs vont embrayer là-dessus. Puis après, ça va se retourner, c'est les Juifs qui vont... Voilà, et les Arméniens qui vont reprofiter de l'immigration juive de l'URSS. Hein. Mais ce qui est quand même intéressant, en tout cas dans cette comparaison, c'est à quel point la société juive américaine s'est mobilisée pour en fait la libération, pour libéraliser en fait le droit à l'émigration, alors que les Arméniens apparemment des États-Unis ont été un petit peu plus ambivalents. Et pour preuve, il y a eu en 1990 un texte qui a été voté, c'est l'amendement Lautenberg, qui en fait octroyait aux minorités religieuses de facto le statut de réfugié, les minorités religieuses soviétiques, ils ont eu de facto en fait ce statut de réfugié. Et à la dernière minute, les Arméniens ont été retirés du texte final parce qu'en fait les Arméniens des États-Unis se sont mobilisés en disant que les Arméniens n'ont pas vocation à être, ne sont pas des réfugiés et il s'agit plutôt de migrants économiques. Donc c'est vrai que là-dessus ils ont été un petit peu ambivalents. Bien qu'il y ait eu l'ANCHA, par exemple, qui continuait, jusque dans les années 70, qui continuait d'aider la sortie des Arméniens. Alors là, les chiffres, très difficiles à obtenir, selon les sources, j'ai obtenu des chiffres différents, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu beaucoup d'Arméniens qui sont arrivés à ce moment-là. Voilà. Ah oui, alors, donc, juste un petit point, des sources consulaires indiquent que si les Arméniens, à partir des années 90, ils ne vont pas vraiment bénéficier du statut de réfugié, ils vont bénéficier d'un statut de parolee, c'est-à-dire qu'on les laisse entrer aux États-Unis, mais qui ne bénéficient pas après des aides qui pouvaient être allouées aux réfugiés, c'est-à-dire aide au logement, à la santé, etc., etc. Mais ils ont finalement bénéficié de ce statut-là. Voilà. Et aujourd'hui, ce flux il continue. Et aujourd'hui, en Californie surtout,
les Arméniens d'Iran affluent. Alors, il leur reste, la seule porte d'entrée qui leur reste pour eux, pour ces Arméniens d'Iran aujourd'hui, c'est le statut aussi de réfugiés. Et les agences locales qui aident les réfugiés ont dit que dans le cas des Iraniens, en fait, ils gèrent jusqu'à 90% en fait, l'accueil des Arméno-Iraniens. Alors la répartition géographique, en fait pendant longtemps, la carte en fait, des poches arméniennes des États-Unis se confondait avec la carte des centres industriels. Donc c'était l'Est et le Nord, le Nord-Est. Et puis donc, à partir des années 70, c'est la Californie qui commence à changer cette tendance. Alors bon, j'ai oublié d'en parler, mais évidemment, une des exceptions, c'est Fresno, hein, que vous connaissez, j'imagine, où les Arméniens ont commencé à s'installer à la fin des années 1880, et ils ont été particulièrement actifs. Alors c'est Fresno et toutes les petites villes alentours. Alors il y a notamment une ville symbolique qui est la ville de Yetem. Donc Yetem, c'est la seule ville des États-Unis qui a un nom en fait arménien. Hein. Yetem, c'est l'Éden. Donc c'est une petite communauté. Alors aujourd'hui, j'avais une photo. Tu es allée ? Oui, j'y suis allée. Alors maintenant c'est totalement désertique. C'est très pauvre. Et tout à coup, on a cette très très belle église arménienne qui continue d'être entretenue. Voilà, donc il y a encore une église à Yetem qui signale cette présence arménienne. C'est un village d'agriculteurs? C'était très... Oui, alors toute cette zone Fresno, c'était vraiment des agriculteurs. Par contre, la plupart des gens qui sont venus s'installer, en fait, c'était pas des primos en fait arrivants, c'était des gens qui s'étaient installés d'abord à l'est et qui après sont venus dans cette région-là. Et alors ils ont laissé une empreinte un petit peu marquante aussi, parce qu'en fait ils ont commencé à développer certaines activités agricoles qui n'existaient pas. Ils ont développé des fruits, par exemple, qui n'étaient pas la spécialité, comme la pastèque, le melon, et certains sont devenus très riches et très connus dans le pays entier. Les fruits secs, ils ont développé aussi les fruits secs, donc aujourd'hui encore, hein, les fruits secs qu'on retrouve dans les magasins, le Trader Joe's, on nous explique que voilà, ce sont des fruits secs d'Arménie, ou en fait faits voilà, par les Arméniens. Voilà, donc ils ont marqué évidemment ce territoire. Donc aujourd'hui, Fresno, il faut savoir que ça n'a jamais concentré plus de 10% d'Arméniens, en fait. Hein, c'était pas, mais il y a eu une sorte de symbole fort. Il y a eu évidemment le fait qu'il y ait William Saroyan qui est écrit sur Fresno. À Fresno, il y a aussi un cimetière arménien alors, je crois que c'est Télérian qui est carrément enterré là-bas. Donc ils ont fait une grosse, voilà, une grande statue à son effigie. Ils ont aussi amené les cendres de victimes inconnues voilà, du génocide. Donc voilà, ce cimetière est hautement symbolique. Et aujourd'hui, par exemple, dans les écoles arméniennes de Los Angeles, voilà, une des sorties annuelles, c'est on va à Fresno, un peu comme une sorte de pèlerinage voilà, sur les racines arméniennes de Californie. Alors, l'intégration des Arméniens, une des étapes aussi importantes, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est cet accès à la blancheur, en fait, qui leur a permis, en fait, finalement de pouvoir accéder à un certain nombre de privilèges plus vite que d'autres immigrés. Si on les compare par exemple aux Chinois, aux Asiatiques qui ont eux été, par exemple dans les années 1880, ils ont été frappés d'interdiction d'immigrer ou frappés d'un certain nombre d'interdictions, inéligibilité à la nationalité par exemple. Les Arméniens, eux, je l'ai dit, à partir de 1925, ils deviennent officiellement blancs, et c'est le procès connu
Cartosian en 1925. Alors à partir de 1909, voilà, dans certains procès, ils sont blancs, après ils sont pas blancs, et ça va, ça vient, il y a une sorte d'entre-deux, et à partir de 1925, ils accèdent à cette blancheur, à ce sésame à l'époque pour la nationalité et la propriété. Donc l'enjeu était de taille. Et malgré cela aussi, les Arméniens n'ont pas été à l'abri de pratiques discriminatoires. Et à Fresno, par exemple, les Arméniens qui étaient appelés les low-class Jews, ou bien les Fresno Indians, ou bien les Black Armenians, Armenian Blacks, ils ont été frappés d'interdiction de résidence de certains quartiers. Les portes de certains clubs leur ont été fermées. Et encore aujourd'hui, il y a cette mémoire en fait. Alors je ne sais pas si, je me demande si rappeler aussi cette période voilà, difficile, c'est pas une manière aussi pour les Arméniens un peu de s'inscrire aussi dans ce récit des autres immigrés qui ont eu aussi, qui ont dû mériter ou qui ont eu des difficultés avant d'intégrer le récit national. Voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, la présence arménienne, eh bien, elle se confond avec la Californie, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 56% de la population arménienne des États-Unis se trouve en Californie et 42% dans le comté de Los Angeles, hein, donc c'est dire l'importance de Los Angeles. Et cette visibilité, eh bien, elle se voit dans l'espace urbain. Alors attendez. Voilà, elle se voit dans l'espace urbain. Donc il y a évidemment ce symbolique signe de Little Armenia à Los Angeles, à Hollywood. Il y a aussi donc ces fresques là c'est à Little Armenia, on a voilà, cette fresque murale qui rappelle voilà, les épisodes du génocide. Là, Our wounds are still open. Il y a aujourd'hui un magasin à Glendale qui est uniquement, qui s'intéresse uniquement, enfin qui s'intéresse, je sais pas, mais en tout cas son best-seller, c'est ça, c'est des t-shirts et des autocollants Our wounds are still open. Toujours dans le territoire, hein, donc là on a Glendale, hein, par exemple, là, Mira Lok Nair, donc là le passage piéton en arménien. La langue, on la voit partout, donc dans les documents aussi officiels, donc là c'était aux dernières élections de aux dernières élections de novembre, vous voyez là, c'est en arménien. On la voit aussi dans les commerces mainstream, hein. Là, à Trader Joe's, on vend la vache, hein, c'est rentré en fait dans les mœurs américaines. Il y a aussi alors je ne fais pas de la pub, mais c'est les Karun, voilà, c'est devenu une marque aussi de consommation très répandue en Californie. En fait, c'est un Arménien du Liban. Il y a aussi toute cette veine des chaînes, ils appellent ça des kebabries, des kabobries. Donc il y a Zankou Chicken, par exemple. Voilà. Voilà, donc là, ce que je voulais vous montrer. Donc là, par exemple, là, on est dans l'équivalent des Galeries Lafayette. Et donc voilà, dans 5 langues, ils nous disent, non, dans 4 langues, ils nous disent de ne pas ouvrir les paquets. Bon, la troisième, c'est l'arménien. Voilà. Puis après, il y a évidemment tous ces commerces ethniques, enfin les dits ethniques, voilà, avec des noms arméniens, des enseignes en arménien, des produits arméniens. La présence arménienne aussi, elle va se signaler avec cette visibilité linguistique. Alors il y a un sociologue américain qui a parlé des États-Unis comme étant un cimetière linguistique, puisqu'en fait en 2 ou 3 générations, la plupart des immigrés perdent leur langue au profit de l'anglais. Ben, on peut dire en tout cas que les Arméniens des États-Unis et de Californie, ils ont déployé des efforts considérables pour reculer en fait, le moment de cette mort linguistique. Donc dans le privé,
la première école arménienne quotidienne, Day School des États-Unis, elle est installée à Encino, donc à côté de Los Angeles, en 1964. Alors là, voilà, donc là, c'est les non-prelacy. Ah oui, donc après là, c'est prelacy, non-prelacy. Bon, non. Voilà, donc voilà, 1964, Encino. Et en fait, tout ça, ça s'inscrit, c'est pas neutre que ça se passe dans les années 60, puisque dans les années 60, aux États-Unis, c'est la contre-culture, c'est les droits civiques, donc c'est le regain d'intérêt un petit peu pour tout ce qui va être ethnique, justement. Et donc les Arméniens vont profiter de ça, c'est donc les écoles arméniennes vont se développer. Et donc aujourd'hui, on compterait une vingtaine d'écoles arméniennes privées en Californie du Sud uniquement. Voilà. Et la moitié de ces écoles, elles dépendraient de la prélature de l'Ouest, de la Western Prelacy, comme ils disent. Et en 2014, on compterait 5000 étudiants qui fréquenteraient ces écoles. Alors les tarifs, par contre, peuvent être un petit peu difficile pour certains, puisque c'est entre 600 et 800 $ par mois. Donc, de fait, tout le monde n'y a pas accès. Dans le public, à partir de 1980, surtout à Glendale, il va y avoir un mouvement pour enseigner l'arménien. Alors, peut-être qu'Annette, vous avez un peu plus suivi cet aspect-là de la chose. Donc, à partir des années 80, il développe tout une sorte d'after-school programme. Et aujourd'hui, depuis 2006, l'équivalent du rectorat de Glendale propose des programmes d'immersion à 50%, donc 50% de la journée en arménien, 50% en anglais. Et donc l'arménien fait partie de ces langues qui proposent ce programme dans le public. Et ça, c'est l'arménien oriental. Et c'est l'arménien oriental, effectivement. Et j'ai oublié de le dire que, en fait, paradoxalement, dans les écoles privées, c'est plutôt l'arménien occidental qui prévaut. Il n'y a que 4 écoles dans le privé qui proposent l'arménien oriental. Oui, ça fait partie évidemment des lignes de fracture que l'on connaît bien. Voilà. Oui. Juste à ce propos-là, il y avait dans un des épisodes de Shield, donc la mafia arménienne succède à la colombienne et à la mexicaine et apparaît comme une des pires. À un moment donné, ils recrutent un petit étudiant pour écouter pour traduire les écoutes aux policiers des mafieux. Et à un moment donné, il dit « Mais vous savez, moi je parle arménien occidental, mais c'est l'arménien oriental. » Et ça date déjà des années, parce qu'il avait pris des écoles privées justement. Est-ce qu'il voudrait dire que donc, la vie à Los Angeles serait un vecteur d'arméno-occidentalisation? Pas souvent. Bah non, justement, parce que par exemple, si tu regardes tout ce qui est avec les télévisions, ça va être vraiment l'arménien oriental qui va être prégnant. Et puis là, maintenant, dans le public, on a une montée en puissance en fait de l'arménien oriental. C'est uniquement dans les. Et ça veut dire que les institutions, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que les Arméniens vivants, même si numériquement ils sont moins nombreux, en fait, ils sont plus visibles dans les institutions. Et en fait, c'est aussi parce que les institutions de la diaspora, en fait, elles sont investies par les Arméniens occidentaux pour l'Arménien occidental autour de tout ça. Et donc, l'espace public, la télévision, les écoles publiques avec les programmes d'immersion, c'est autre chose. Donc, en fait, je pense aussi qu'il n'y a pas beaucoup de contacts entre eux aussi. Enfin, ce qui est une des questions, en fait, c'est un des problèmes en fait, que rencontrent aussi les enseignants, parce qu'en fait, évidemment, on a ces divergences de fait, et puis alors après, par exemple, dans les écoles qui vont proposer les deux arméniens, ils disent, donc dès la maternelle, on va finalement diviser ceux qui parlent arménien oriental et ceux qui parlent arménien occidental, et donc du coup, finalement, ils vont pas se retrouver même dans les salles de classe. Alors, j'ai rencontré des enseignants qui optent pour quelque chose d'un petit peu plus fluide, et ils mélangent, et ils disent, tant pis, ils parlent une sorte d'arménien. Voilà. Mais il y a Shushan Garabetian qui a travaillé sur Heritage Language. Elle dit que là, maintenant, émerge une nouvelle forme encore d'arménien, une sorte d'arménien hybride, puisqu'en fait, se mélangent
en tout cas les 2-3 variantes principales. Oui, je crois qu'il faut appeler ça une koiné. Hein. C'est pas hybride, parce que l'hybride, ça porte un jugement, c'est une koiné, c'est une sorte de langue médiane, commune, en fait, c'est surtout. Ouais, donc, alors, évidemment, avec cette visibilité, avec cette place démographique aussi, enfin ce nombre grandissant d'Arméniens qui s'installent, il y a une visibilité aussi politique qui va émerger. Et si on pense par exemple à Glendale, c'est quand même un cas presque d'école. Alors je ne l'ai pas dit, hein, mais il y a quand même près de 40% des citoyens, des résidents de Glendale qui sont arméniens. Alors eux, les Arméniens disent, dans le recensement de 2015, alors eux, les Arméniens disent qu'ils sont 70%, mais bon, le recensement dit qu'on est à, je sais plus, c'est 36% exactement. Mais en tout cas, ils arrivent à se faire entendre. Par exemple, au Glendale Unified School District, donc qui est, je vous dis, l'équivalent du rectorat, en fait, ce sont des élus. Eh bien, cette institution, elle est dirigée par 4 Arméniens sur les 6 membres. Donc, on peut dire que déjà, ils sont particulièrement sensibles, par exemple, aux questions de l'enseignement de l'arménien. Récemment, il y a eu une rue qui a été renommée à Glendale, Artsakh, la rue Artsakh, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça a fait aussi beaucoup de bruit. Et il y a un nouveau musée aussi qui va ouvrir à Glendale, c'est le Armenian American Museum, dont l'ouverture est prévue pour 2023. Alors j'ai pas encore très bien compris le projet, parce qu'à la fois il s'agit d'honorer les parcours des arméno-américains, et à la fois il y a d'autres projets encore. Donc ça reste encore en tout cas très pluriel comme mission. Les écoles publiques de Glendale, elles ferment le 24 avril. Voilà. Et plus récemment, pardon ? Toutes les écoles. Toutes les écoles. Et plus récemment, on a vu émerger aussi, en fait, disons, des revendications politiques arméniennes dans des espaces nouveaux. Alors, je pense par exemple au Americana, qui est en fait cet énorme mall, cet énorme, comment on dit un mall en français ? Un grand centre commercial en fait en plein air. Alors qui a totalement redynamisé le centre-ville et la ville de Glendale, qui maintenant est devenue vraiment presque inabordable, hein, alors qu'avant les loyers étaient encore modérés. Et donc là, c'est devenu en fait le théâtre de revendications arméniennes. Il y a eu toute une série de procès qui ont été intentés en fait au directeur de ce mall. Alors une fois parce qu'il a refusé de mettre l'affiche d'un film documentaire qui parlait du négationnisme, une fois parce qu'il a refusé aussi de vendre, alors les t-shirts là, que je vous avais montré tout à l'heure, les Our Wounds Are Still Open. Voilà, ça, ces t-shirts là et ces autocollants, il a refusé de les vendre. Il y avait un petit kiosque où on les vendait, et donc du coup, Glendale s'est vraiment mobilisé autour de cette question. Voilà. Et puis, voilà. Donc ça, c'est un peu pour parler de la visibilité. Alors, les lignes de démarcation, la fragmentation, alors bon, ben, je vais pas... peut-être que là, ça fait un petit peu trop long pour vous, mais... Alors, je parlerai évidemment des lignes de fracture habituelles, à laquelle on est un petit peu habitué, voilà, les autres diasporas sont, si je puis dire, habitués. Et puis d'autres qui sont moins habituelles. Alors donc je parlais tout à l'heure, hein, de la prégnance en fait des auto-identifications, les Barskahai, les Iranahai, les Turkahai, alors les Lipanahai on les appelait les Lipanati, les Hayrenadart, etc., etc. Et en fait une directrice d'école me disait que même des enfants de 3e génération, donc qui sont nés en fait aux États-Unis, s'appellent en fonction de ses origines. Donc c'est vraiment ces frontières, elles dépassent les immigrés. Petite question. Vous n'avez absolument pas évoqué les Yerusalemahai qui sont quand même aussi relativement importants. C'est vrai, tout à fait. Oui, tout à fait.
Oui. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, j'en ai interviewé 2, voilà. Mais c'est vrai que je les avais oubliés. Oui, ils sont tout à fait présents, oui. Ouais. Et voilà, Par contre, ils ont oublié l'origine des ancêtres en général. Genre, ça sonne si alors, oui. Ça s'est estompé. Alors, pour les, disons, de la 3e génération, oui. mais certains, non. Enfin, par exemple, moi, je me rappelle d'un entretien que j'ai eu, la personne n'arrêtait pas de me dire mais d'où es-tu? Alors, je ne comprenais pas, de France, mais d'où es-tu? Et en fait, il voulait vraiment savoir de quel village mes grands-parents étaient. Donc non, il y a encore quand même cette obsession. Il y avait beaucoup d'associations compatriotiques, oui. Qui existent encore d'ailleurs. Certaines, oui, ouais, vous avez raison. Ouais. Alors l'Église, elle est aussi, évidemment, on le sait, hein, une source voilà, de division encore supplémentaire entre... alors, il y aurait 36 églises arméniennes dans la région de Los Angeles et l'écrasante majorité, 20, seraient protestantes, évangéliques, et il y aurait 13 apostoliques. Et parmi ces apostoliques, on en aurait donc 5 sous l'influence du Catholicos d'Antelias et 8 sous l'influence d'Echmiadzin. Alors moi, ce qui m'a frappé, et deux églises catholiques. Et moi, ce qui m'a frappé, par exemple, dans mes entretiens, c'est en fait aussi la manière dont les uns et les autres parlaient de l'église en disant l'église des Dashnak. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'église des Dashnak, par exemple. Et dans certains... à une certaine époque, ces tensions elles ont été particulièrement vives. À Fresno, j'ai une interviewée qui m'a dit que son père avait refusé qu'elle se marie en fait dans l'église des Dashnak, et donc du coup il a préféré qu'elle se marie dans une église non arménienne que dans l'église des traîtres. Pardon? Dans les années 40 ans. Parce que c'est aussi l'époque à laquelle il y avait des... Oui, c'était après, évidemment, c'était après l'assassinat de Dorian, évidemment. Mais disons que ça a été à certaines époques, et qu'il y a encore cette mémoire-là, en fait. Tu as dit 36 églises arméniennes, dont 13 apostoliques, 2 catholiques, et le reste est protestant. Protestant. Donc c'est beaucoup. Ouais. C'est parce qu'il y a l'héritage des anciens, des primo-arrivants de l'Église du XIXe siècle. Par exemple, le Vanician, c'est... Et alors, tu as un peu exploré cet univers. Ah, ça c'est pour toi, je sais que c'est ta... C'est mon truc. Non, mais je veux dire, il y a des pentecôtistes, des charismatiques... Oui, des évangélistes. Alors, j'étais à Fresno, leur influence est encore plus importante. Donc ça, ce sera pour mon prochain terrain. Est-ce que l'appartenance confessionnelle obéit à une fidélité familiale, ou est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément de famille d'origine évangélique et qui le sont devenus par une sorte de... Alors ça, je ne pourrais pas le dire. Je ne suis pas encore en mesure de vous dire, mais par exemple, j'ai remarqué que dans les églises évangélistes, on a une montée importante de la présence des Arméniens soviétiques aussi. Alors je ne sais pas ce qu'ils étaient en Arménie, mais certains donc... Certains sont sortis aussi de ce fait-là parce que c'était une façon, à un moment donné, de réobtenir le statut de réfugié politique après l'indépendance. Mais du coup, ils restent alors dans ces réseaux-là, parce que j'en ai rencontré quelques-uns. Mais j'avais rencontré moi une autre chose, mais alors, pas à Los Angeles, mais à San Francisco, il doit y avoir aussi. Oui, encore. Il y a une petite poche à San Francisco aussi. Il y a la question, par exemple, des Arméniens du Proche-Orient, sur place, au Liban ou en Syrie, le mariage entre Arméniens catholiques et apostoliques était impossible, et là, qui se retrouvaient, qui avaient aussi opté de partir ou de se marier à l'extérieur pour pouvoir sortir de la communauté imposée au Proche-Orient. Donc je ne sais pas comment ça se passe après dans la réorganisation. C'est encore un cas. Ah oui, non, mais je pense que ça... Mais c'est vrai que ce qui m'a aussi frappé, en tout cas en tant que Française, j'étais étonnée de voir l'importance en fait encore de l'Église. Et en fait, autour de l'Église,
en fait, c'est des mini-noyaux, mais qui arrivent à vraiment intégrer des populations. Et finalement, il y a des familles entières qui vont passer presque tous les jours autour de l'église, parce que l'église va prendre en charge, en fait, le Saturday School pour voilà, enseigner l'arménien, un jour pour l'éducation religieuse, il va y avoir la chorale, il va y avoir les colonies, etc., etc. Et donc, en fait, toute la famille va se mobiliser autour des activités proposées par l'église. Et donc, de facto, si on est mobilisé pour l'église, du coup, on s'intéresse moins à d'autres types d'organisations aussi. Et ça, j'ai vraiment remarqué que l'offre, elle est telle, finalement, elle est si éclatée qu'on peut facilement vraiment rester dans un petit espace, quoi, confiné à un petit... Mais alors, ça veut dire que c'est des églises de quartier, donc... Pas forcément, mais tu vas être en fait affilié, parce que alors certains vont faire plusieurs kilomètres pour y aller, mais ils vont être fidèles à cette église. Et du coup, cette église, elle va prendre en charge presque vraiment des activités après, soutien scolaire, chorale, etc., etc. Donc, après, finalement, les enfants gravitent autour de ces institutions. D'où viennent les prêtres? Alors ça, j'avais interviewé un prêtre américain et qui disait que la plupart encore ils viennent en fait de l'extérieur. Du Liban ou bien Ça, je pourrais pas vous le dire. Alors j'ai rencontré quelqu'un qui venait d'Égypte, d'Iran, de Liban, Iran, non, Irak, voilà. Mais je sais pas, après dans le détail. En tout cas, sur cette question de est-ce qu'on choisit sa confession en fonction de l'histoire familiale ou pas, je pense qu'effectivement, et ça pourrait être aussi un autre, c'est pas seulement le fait que ceux qui sont venus de l'Empire ottoman, c'était ceux qui étaient sous l'influence des missionnaires et qui étaient déjà protestants, mais je pense que là, le fait qu'il y ait les Arméniens d'Arménie, c'est intéressant parce que comme il y a eu une rupture de transmission, il n'y avait pas une identification aussi forte à une confession pendant l'époque soviétique, puisque ce lien-là s'était beaucoup dissous. Et donc, je pense que potentiellement, comme facteur d'intégration, ça serait un sujet d'échange vraiment très intéressant, ça. Il y a un Russe qui s'intéresse en fait à ça, et lui, il s'intéresse plutôt aux témoins de Jéhovah, et il explique voilà, comment il s'intéresse à l'intégration via la religion. Sinon, il y a Val Julien qui a pas mal étudié cette question-là à Oxford maintenant. Il avait d'ailleurs un journal à une époque qui travaillait vraiment sur ces questions, et notamment sur la Californie, puisqu'une partie de sa famille y est. Ah d'accord. Et lui-même il avait commencé des études au séminaire de Jérusalem, mais enfin il n'est pas devenu prêtre, mais enfin il a beaucoup travaillé sur ça. Il avait, je crois que la revue s'appelait Windows ou quelque chose comme ça. Et je peux vous donner ses coordonnées. Oui, ouais, avec plaisir. Ouais. Toujours pour passer un petit peu en revue ces lignes de partage, cette fragmentation, je pense qu'aussi les investissements, on l'a vu, dans les institutions diasporiques, dépendent également de la situation socio-économique, parce qu'en fait un certain nombre d'activités sont payantes, même participer à un bal ou à un mixer, comme ils disent, où il faut juste sociabiliser, etc., à chaque fois il faut payer $100 parfois, etc., donc toutes les familles ne peuvent pas évidemment y participer, et là-dessus je pense que il est intéressant de remarquer que les Arméniens soviétiques et post-soviétiques, eux, ils s'investissent dans la sphère plus informelle et moins institutionnelle. Alors ils vont s'organiser, par exemple, pour soutien à l'Arménie, ils vont s'organiser via le réseau familial. J'ai rencontré des familles d'Arménie en fait, qui s'organisaient au sein d'un même immeuble, et donc en fait chaque mois, chacun va mettre $50 et ils vont choisir une personne
en Arménie à qui ils vont envoyer, donc on est plutôt dans du réseau en fait informel. Les réseaux, alors Facebook aussi est vraiment intéressant. J'ai rencontré plusieurs Arméniennes d'Arménie qui elles mobilisent en fait Facebook et vont lever des fonds ou bien récolter du matériel pour après les envoyer en Arménie. Et après, ils postent des photos pour montrer aux gens que c'est bien arrivé, etc., etc. Mais c'est vrai que dans les entretiens exploratoires que j'avais menés il y a 2 ans, la plupart des coethniques non soviétiques me disaient Armenians from Armenia, they're the least community oriented. C'est ceux qui sont le moins, portés sur la communauté arménienne. Et en fait, pas à travers les institutions traditionnelles. Mais je pense aussi que la révolution de mai a été intéressante à cet égard, puisqu'en fait, les premiers en fait, à se retrouver devant la mairie de Glendale en soutien à la jeunesse en Arménie, en soutien à Pachinian, c'était en fait les Arméniens soviétiques et post-soviétiques. Ils ont relayé les informations via Facebook, et finalement les institutions plus traditionnelles, en tout cas de Californie, elles ont été bien lentes, elles ont suivi, mais bien après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, c'est pas la même progression, mais en tout cas, là, c'était flagrant en Californie. Et puis, ce qui est intéressant en Californie, c'est que même ce qui devrait être un petit peu le dénominateur commun, comme la commémoration du génocide, et bien là aussi, on a affaire à quelque chose d'éclaté. Donc il y a la commémoration qui se passe au monument de Montebello, le monument du génocide, mais en même temps se passent 2 manifestations. Il y a la manifestation de Hollywood, où on observe que ce sont plutôt les Arméniens soviétiques qui participent, et la manifestation devant le consulat turc. Et alors, les organisateurs, eux, ils vont expliquer pourquoi, enfin, ils vont être plutôt dans une logique de concurrence, mais c'est vrai que quand on interroge les gens qui participent à l'une ou à l'autre, ils ne savent pas très bien eux-mêmes. Et par exemple, les Arméniens d'Arménie qui participaient à celle de Hollywood, ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait une autre manifestation devant le consulat. Donc on est aussi dans une sorte de concurrence ou d'ignorance, en tout cas mutuelle. Le degré d'utilisation est différent aussi. Pardon ? C'est aussi une différence d'appréhension d'un niveau de politisation en fait. Parce que aller manifester devant le consulat de Turquie, c'est une certaine façon de commémorer le génocide, alors que commémorer les victimes, c'est autre chose. Et ben, on voit bien qu'il y a une ligne de fracture du parti politique arménien qui passe par là. Et qui en fait ne concerne pas tellement les Arméniens d'Arménie. Ils se sont moins oui, alors après, investis dans ce type de revendication en fait. Oui, alors après, cette mobilisation devant le consulat de Turquie, elle est assez récente, donc, et je pense que ça a été après le fait qu'il y ait eu ces 2 manifestations. Donc je ne pense pas que ce soit ce symbole-là qui soit la ligne de l'explication de cette divergence. Mais bon, ceux qui organisent la manifestation de Hollywood, ce sont plutôt des jeunes, c'est plutôt un groupe jeune. Et ce sont des gens, alors ceux que j'ai interviewés me disent mais on ne nous entend pas, on ne nous regarde pas, on ne nous écoute pas dans les institutions traditionnelles. Mais malgré en fait ces fragmentations nombreuses, c'est quand même intéressant de voir que comme en Californie, il y a cet afflux continu d'immigrés, et il y a en fait ces différentes cultures qui se côtoient, on assiste quand même à une sorte de regain, de réactivation peut-être d'un discours identitaire et peut-être d'un nouveau projet diasporique. Par exemple, l'écrasante majorité des Arméniens nés aux États-Unis
que j'ai interviewés, ils ont parlé vraiment de l'arrivée des Arméniens du Moyen-Orient comme étant un choc, une révélation pour eux, en fait, qui a réveillé leur conscience, en fait, ethnique, identitaire, pardon, Comme en France aussi. 70, comme en France dans les années Sûrement. 60-70. Sûrement. Les plus vieux comme moi l'ont vécu. Sûrement. Et alors, à la fois, ça a donné lieu à des conflits, des remises en question, et une sorte de concurrence de qui est arménien, qui est plus ou moins arménien. Et donc là, j'ai eu beaucoup d'Arméniens nés aux États-Unis qui m'ont dit voilà, j'ai eu honte, je voyais d'autres Arméniens arriver, qui parlaient arménien, qui s'intéressaient. Ils sont très doués, les Arméniens, pour faire. Alors voilà, donc les Lipanaraï ont toujours été pointés du doigt comme étant ceux qui étaient les plus politisés ou bien ceux qui étaient les plus engagés. Il faut aussi constater des mariages en fait entre immigrés, ce qu'on appelle première génération, ça veut dire on est soi-même immigré, avec des descendants de deuxième ou troisième génération, et qui va réactiver en fait aussi des pratiques culturelles ou linguistiques qui étaient oubliées. Alors par exemple, j'ai rencontré un jeune qui est originaire de Fresno, troisième génération aux États-Unis, il ne parle pas un mot d'arménien. Par le plus grand des hasards, donc il travaillait à Los Angeles, par le plus grand des hasards, il rencontre une Arménienne, elle issue d'Iran, et bien finalement il inscrit ses enfants à l'école et ses enfants parlent arménien. Donc on voit que ça va évidemment influer. J'ai rencontré également un immigré arménien d'Arménie qui a épousé aussi une fille de troisième génération, et finalement là ils sont retournés, alors eux s'installer carrément en Arménie. Donc là aussi on était voilà, on était dans un cheminement qui était plus de l'ordre de une arménité qui se perdait, et finalement elle va se réactiver. Alors aussi, évidemment, dans un contexte de forte concentration, l'endogamie a plus de chances de se produire. Alors, il n'y a pas eu vraiment d'études concluantes sur si les Arméniens ils auraient plus tendance à être endogames que d'autres, mais en tout cas, les études montrent que si les immigrés ont le choix, ils vont préférer en fait un coethnique. Et puis, cette concentration d'Arméniens, elle donne lieu à la réactivation de frontières interethniques. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Arméniens versus les autres, qu'on va appeler les Odar. Alors, les Odar, ça va être ceux qu'ils appellent les White Americans, ou bien encore les autres minorités. Alors, par exemple, un de mes interviewés est arrivé d'Iran en 1950, et lui, il a été choqué de voir à quel point ces petits-enfants manquaient d'ouverture, parce qu'en fait ces petits-enfants, ils n'ont côtoyé que l'école arménienne, ils ont grandi dans un milieu arméno-américain, et il était choqué de leur manque d'ouverture, de leur racisme. Et dans une école de San Francisco, j'avais interviewé des adolescents de 13 ans, et j'étais aussi frappée de voir que des adolescents qui ont des parents mixtes, un parent arménien et un parent non-arménien, ils parlaient de leurs parents non-arméniens comme étant Odar. C'est le racisme à l'arménienne. Pardon ? C'est le racisme à l'arménienne, ça. Je ne sais pas. Aussi. Voilà, donc souvent en fait l'immigration à partir des années 60, elle a été lue sur un mode d'une identité ethnique symbolique. Moi je me pose la question si en fait dans le cas de Los Angeles on n'aurait pas finalement deux modèles qui coexistent, à la fois une identité ethnique d'immigrés et une appartenance symbolique choisie occasionnelle. En tout cas, en Californie, on assiste à quelque chose qui est entre les deux. Voilà. Je m'arrêterai là pour pas être trop longue. Oui, c'est pas moi qui suis là. J'espère que vous avez des questions parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas dit. J'ai plusieurs questions. Mais je crois que... Ah non, je voulais... Non, pas spécialement.
D'abord, je voulais me poser la question du rôle, on parlait des écoles, mais du rôle des chaires. Ah oui, j'en ai pas parlé, évidemment. La question aussi de l'identification, surtout des postes sauves. Et donc pas Nel Cartour, mais avec les gens venant du reste de l'URSS, notamment avec les juifs russes, parce que j'ai vu que quand j'y étais il y a quelques années, par exemple, certaines émissions de télé, certaines chaînes étaient faites en fait avec les Russes ou les juifs de Russie, et les mafias aussi étaient souvent connectés. Au-delà de là, est-ce qu'il y a bon, alors il y a sur cette réarménisation, est-ce que ça ne suit pas aussi un mouvement général aux États-Unis que vous avez évoqué, de retour vers les racines? Donc, d'une certaine façon, c'est paradoxalement une américanisation aussi. Oui. Et puis, alors qu'il n'exclut pas effectivement le racisme, au contraire. Bon, je me souviens d'une conversation avec des amis, alors c'était au Canada, mais enfin il y avait des gens un peu de partout à la fin d'un colloque, et donc on demandait chacun d'où vous êtes, alors de France, du Liban, de machin, ou bien du Sassoon, de Diyarbakir, de Rappel, et puis il y a une Arménienne d'Arménie qui a dit, mais il y a cette Zout Hayem. Alors les autres, on ne savait pas ce qu'ils étaient, mais donc il y avait aussi ces différents aspects. Et puis quand même le changement, la première fois que je suis allée aux États-Unis, je pense en 67, on était un peu dans le milieu arménien aussi, on avait des amis, mais j'avais une correspondante américaine qui habitait à La Crescenta, donc pas très loin, donc arrivée dans les années 20. Voilà, arrivée dans les années 20, donc bien famille américaine avec une part cherokee, enfin bref. Et la grand-mère qui elle avait 90 ans à l'époque, quand on a dit qu'on était arménien, enfin, on a passé 2-3 jours chez elle, oh, starving Armenians. Donc la mémoire des anciens Américains, c'était ça, des Arméniens dans les années 70, et aujourd'hui, c'est bien sûr tout à fait autre chose à cette région. Mais elle n'a pas parlé non plus de la partie, quelle est la place économique de ces Arméniens. Qu'est-ce qu'ils représentent justement dans l'économie de la Californie? Est-ce que disons une partie parce qu'on a parlé des revendications politiques, mais ça s'appuie quand même aussi souvent sur en dehors des petits commerces, on les voit visibles, mais est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils représentent dans la société globale de Californie? Est-ce qu'on peut l'évaluer d'ailleurs? Alors, donc, je commence par les dernières questions, parce que c'est bon, je m'en rappelle lui. Pour cette histoire de l'économie, alors je serais incapable, enfin, c'est pas du tout un travail que j'ai mené, je serais incapable de vous répondre de manière très précise, mais c'est sûr que la plupart en fait des écoles qui ont été fondées, à chaque fois c'était un riche arménien local qui allait par exemple faire une donation plus importante, et c'est la même chose en fait pour, vous parliez tout à l'heure des chaires d'Armenian Studies, également évidemment les enjeux économiques pour la mise en place de ces chaires. Donc il faut mobiliser à la fois une communauté, mais souvent on se rend compte qu'il y a un ou deux donateurs plus influents. Du coup, juste en lien avec ça, est-ce que vous vous intéressez davantage à certains groupes et acteurs sociaux? Est-ce que vous prenez en compte la composante sociale dans les clivages éventuels? Alors, moi, non. Là, dans ce que j'ai en fait mis en place, je m'intéresse. J'ai commencé, en tout cas, par l'origine géographique et par la chronologie, en disant arriver avant 70, après 70, après 80, dans les années 70, 80, 90, etc. Et après, émerge évidemment dans ces groupes, on peut voir en fait émerger parfois des sortes de petites de mini-tendances, puisqu'en fait, par exemple, évidemment que quand on s'intéresse aux Iraniens qui sont partis dans les années 70-80, c'était évidemment pour la plupart les plus fortunés. Aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes Iraniens qui viennent. Et d'ailleurs là encore, ce qui peut être intéressant, c'est que maintenant, finalement, il y a des Iraniens, on voit maintenant des réseaux d'Arméno-Iraniens qui collaborent plus avec les Arméniens soviétiques et post-soviétiques, mais là, on est plutôt en fait sur des problématiques justement de similarité économique, de difficultés ou de réseaux professionnels identiques, par exemple.
Pour la question des Starving Armenians, vous avez tout à fait raison. Dans l'imaginaire collectif et ancien, en tout cas des Américains, lorsqu'on est arménien, ils pensent toujours aux Starving Armenians, de ces Arméniens affamés et les réfugiés qui sont venus, les survivants du génocide. Mais par contre, maintenant, très sincèrement, à Los Angeles, quand vous dites Arménien, on ne dit pas Starving Armenians. On vous dit mafia, on vous dit restaurant arménien, mais pas Starving Armenians. Voilà. C'était très intéressant aussi de voir, par exemple, à chaque fois que je prenais un taxi ou j'étais dans les transports, j'essayais aussi, avec les non-arméniens, j'essayais aussi un peu de voir quel était le ressenti des Arméniens. Et alors tout le monde est au courant que le 24 avril, les Arméniens y bloquent. Donc tout le monde est très en colère parce qu'ils bloquent les routes principales, etc., mais ils ne savent pas nécessairement pourquoi. Voilà. C'est aussi peut-être la limite de cette mobilisation, je ne sais pas. Vous m'avez posé la question de savoir est-ce que finalement ce regain ethnique ne serait pas à mettre en parallèle avec d'autres immigrés. En fait, l'intérêt d'une immigration comme celle des Arméniens, c'est qu'on a affaire quand même à une immigration qui est très longue. Donc, qui dit longue, va dire en fait des couches différentes, et on n'a pas ça avec tous les groupes. On a des groupes d'immigrés qui sont installés aux États-Unis et qui sont arrivés à un moment T, ciblés, qui sont arrivés aussi parfois même d'un même village. Je ne sais pas, quand on pense à l'immigration italienne, par exemple, c'était une immigration qui a une durée plutôt limitée dans le temps et aussi géographiquement en fait. Dans les Arméniens, on est dans un autre cas de figure. Alors par contre, il y a un sociologue qui s'intéresse lui aux Mexicains et qui parle, il appelle ça le replenishment, parce qu'en fait avec les Mexicains, on est aussi dans une immigration longue, on est aussi dans un réapprovisionnement, c'est ça que ça veut dire replenishment, un réapprovisionnement en fait de nouveaux immigrés qui vont aussi impacter les descendants des immigrés. Donc peut-être que là, on pourrait avoir une comparaison avec un groupe comme celui des Mexicains, par exemple. Mais en même temps, là où c'est quand même différent aussi, c'est la diversité des profils. Parce qu'en fait, chaque vague, elle a des origines de pays différents. Enfin, il y a toute une caractéristique, toute une série de marqueurs qui vont être différents. Donc en fait, c'est aussi une usine à variation. Tout à fait, et ben oui, et à tous les niveaux, vous avez raison, c'est sans fin. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte qu'en général, dans la manière dont les communautés immigrées ou diasporiques elles ont été étudiées, on s'est toujours en fait intéressé aux dénominateurs communs. Et finalement, plus j'avance, plus je parle avec d'autres gens qui travaillent sur les Vietnamiens, par exemple, les Polonais, etc. Finalement, à chaque fois, on peut mettre en avant aussi des variétés, mais on se rend compte que le discours sur les immigrés ou sur les diasporas, il a plutôt mis en avant la communauté comme quelque chose, voilà, un tout plus harmonieux. Dans les études, par exemple, qui s'intéressent à tout ce qui va être les mécanismes d'intégration des groupes, on parle tout le temps, on dit la communauté ethnique comme étant un facteur d'intégration qui va aider, on va aider à trouver aux États-Unis, on va aider à trouver un logement, on va aider à trouver un travail, etc. Mais la communauté peut également être un lieu de clivage, de rivalité, de concurrence, et peut-être que là aussi ça a un impact sur justement cette intégration. Est-ce que ça va reculer ou est-ce que ça va accélérer ce mécanisme? That is the question. Mais alors finalement, ce sera la Californie ou seulement Los Angeles? Parce que, alors c'est vrai que là, je vous ai parlé, ouais, c'est vrai que je vous ai parlé que beaucoup de Los Angeles, et finalement, j'ai pas pu mener des études comparatives très poussées, mais par exemple, quand je suis allée à San Francisco ou à San Diego, où on a affaire à vraiment des communautés plus petites, on se rend compte que là, eh bien, finalement, il y a une plus grande cohésion, une plus grande collaboration. Par exemple, à San Francisco, ils ont réussi à dépasser en fait leur ligne, leur division classique pour acheter un terrain, le point culminant de San Francisco, le Mount Davidson, et acheter une croix qui était déjà là depuis de Roosevelt, à l'époque de Roosevelt, on est là, mais ils l'ont acheté et ils ont mis
ils ont acheté donc ce point et ils ont dit que c'est à la mémoire des Arméniens. Mais là, c'est intéressant de voir qu'en fait, des groupes qui d'habitude sont plutôt en concurrence, là, ils arrivent à se mobiliser. À San Diego, j'ai trouvé même... Alors à San Diego, en fait, il y a une forte communauté de réfugiés d'Azerbaïdjan. Donc il y a beaucoup d'Arméniens... alors, soit des Arméniens d'Azerbaïdjan, soit aussi j'ai rencontré aussi pas mal de couples mixtes azéro-arméniens. Et là, c'était très intéressant de voir que finalement, là, on est même dans un sas qui intègre des Azéris qui vont finalement se rapprocher des Arméniens, puisqu'on est dans un groupe en fait qui se mobilise, qui collabore plus, qui est plus dans une dynamique de solidarité en fait. Donc oui, peut-être que en fait, l'idée serait de dire que est-ce que le nombre ou la ville même de Los Angeles est pas aussi... C'est ce dont je te parlais. Moi, il me semble mais enfin, c'est peut-être pas rentrer dans le cadre d'une thèse telle que la tienne. Mais mon idée, moi, ce serait plutôt aussi que l'espace de Los Angeles est tellement spécifique que c'est peut-être quelque chose qui génère de la... Oui. Qui ne génère que de la rupture ou des choses fracturées, c'est sûr que en fait, quand on est dans un quartier, on reste en fait cloisonné à son mini-quartier. Enfin, ça devient... Dans ce quartier, mais enfin en même temps, ces notions de quartier sont quand même très lâches, non? Enfin, de ce que tu décris, parce que même pour aller à l'église, il faut de toute façon s'embarquer en voiture, etc. Enfin bon, c'est tout un... Mais ce qui se passe aussi, c'est que, vous avez raison, ça crée aussi une multiplicité de petites poches d'arméno-américains qui vont pas se rencontrer, qui vont... et en fait, je parlais tout à l'heure de concurrence, mais parfois on n'est même pas dans une concurrence, on est juste dans l'ignorance. Par exemple, moi j'étais frappée lorsque j'ai interrogé des Arméniens d'Iran, et je leur disais, Alors, ils pensent ceci des Arméniens du Liban, ils pensent ceci des Arméniens d'Arménie. Mais après, quand je leur dis, est-ce que tu peux me donner le nom de quelqu'un? Non, ils ne connaissent pas d'Arméniens. Non, parce que c'est chacun vit d'Arménie, par exemple. Chacun dans son coin, oui. Je ne connais pas du tout la situation du recensement aux États-Unis. Ça veut dire que les chiffres que vous donnez sont... C'est le recensement. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme formule pour que les Arméniens soient dans cette rubrique? C'est la question du ancestry, donc on leur demande leur origine en fait. Alors moi, le repérage que je peux faire, c'est uniquement ceux qui se sont déclarés arméniens. D'accord. Parce qu'en fait, c'est sur l'auto-déclaration. Attendez, là, je vais lancer celui. Excusez-moi, je suis vraiment pas habituée à... Voilà. Donc, on est sur l'auto-déclaration. Donc, moi, je regarde uniquement l'origine et je peux regarder aussi l'origine nationale, donc pour les immigrés. Donc, et donc, c'est sur cette base-là que je vous ai dit, par exemple, on a plus d'Arméniens, d'Arménie, etc., etc. Donc là, je me suis intéressée qu'au cas des immigrés, parce que je ne peux pas savoir pour leurs enfants. Mais est-ce que vous avez fait des sondages pour savoir si, par exemple, les anciens arméno-américains, peut-être qui n'ont pas forcément envie d'être assimilés aux nouveaux qui basculent un petit peu l'ancienne respectabilité, se déclarent ou pas? Juste par sondage, est-ce que tout le monde... quelle est la part de réponse là-dessus? Non, ça c'est vraiment le flou artistique, mais vous voyez bien que par exemple, là, donc officiellement, il y aurait 460 000 personnes qui se déclaraient arméniens, mais c'est bien la raison pour laquelle tout le monde dit mais on est peut-être 1 million, parce qu'en fait, on ne sait pas. En fait. Non, mais c'est pas forcément. Il y a 460 000 qui se déclarent arméniens. Mais vous avez raison, après, tous les Yans ne se déclarent pas arméniens. D'accord.
Mais ça, non. Mais ce serait peut-être intéressant de m'intéresser à ceux qui ne, du coup, dans les gens interviewés, de savoir si systématiquement ils se déclarent. Ah oui, comme tel. d'accord. Ouais. C'est-à-dire de savoir quel est. Enfin bon, ce sera peut-être un sondage à la Mais louche. cette question du recensement, je tiens à souligner qu'à chaque fois, c'est une question vraiment qui est de taille et qui en fait est relayée par les médias communautaires, où à chaque fois on explique, on leur dit c'est très important, dites que vous êtes arménien, etc., pour pouvoir bien faire entendre voilà, votre présence, faire entendre votre voix, puisque ça a un impact effectivement politique après, puisque les politiques vont être plus ou moins attentifs à telle ou telle communauté du fait de la présence. Mais c'est vrai que chaque fois, à la venue de ce recensement, les médias se mobilisent. Sur la question de la blancheur, c'est pas propre aux Arméniens, parce que je crois qu'au début du XXe siècle, on se posait la question de savoir si les Irlandais étaient blancs. Ah ben oui, tout à fait. Les Irlandais, ils ont mis du temps à devenir blancs, tout à fait, ouais, tout à fait. Voilà, comme ça c'est pour juste. Non, mais vous avez, non, mais c'est pour moi, ce qui est intéressant, c'est de dire que on rentre dans une, on est dans une histoire en fait américaine, tout à fait. Alors, je voudrais vous poser d'autres questions par rapport à ça. Est-ce que vous avez regardé les listes électorales, si c'est comme en France, si on peut y avoir accès? Parce que, et là-bas, vous auriez non pas l'origine qui serait écrite, mais leur nom. Alors, bon, ça peut être... bon, je ne sais pas ce que ça peut apporter, mais est-ce que ça peut apporter une différence par quartier ou je ne sais pas? Mais en fait, moi... Parce qu'en France, nous, on travaille... Enfin, hein, on travaille comme ça. À l'époque, on travaillait sur le recensement pour les Arméniens. Après, s'ils n'ont pas un nom arménien, ça... Eh ben oui, mais on a travaillé comme ça au départ. Mais moi j'ai voulu travailler en fait sur... aussi le ressenti, la perception. C'est pour ça que j'ai interviewé les gens en fait, pour voir aussi comment eux, est-ce qu'ils s'identifient, comment est-ce qu'ils vivent en fait leur expérience. C'est ça qui m'intéresse. Donc enfin, là par exemple, quand on parle d'une liste électorale, je vois pas très bien à quoi ça me... Quelle serait là, ce serait pour savoir la présence, pour signaler la présence de poches arméniennes. Enfin, parce qu'en France, quand on a commencé à travailler sur les Arméniens, on est allé sur les listes électorales et puis on a fait la liste de tous les Arméniens, on les a comptés. En l'onomastique, oui, mais après le recensement. Oui, mais là, regardez. Alors ça donnait une idée, ça. Et alors. On n'a pas de recensement ethnique en France. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Oui, mais moi, par exemple. Là, moi, le recensement peut me suffire, c'est-à-dire si je vois que rien que dans le recensement, c'est-à-dire qu'on ne parle que des gens qui se déclarent arméniens et qui sont légaux. Voilà. Ben, si déjà il y en a 36% qui se déclarent, pour moi c'est déjà un signe qu'on est face à une concentration importante. Qu'est-ce qu'on... Oui, d'accord. Mais bon, enfin, c'est intéressant de savoir ceux qui ne se déclaraient pas. Ah oui. Bon. Parce que j'ai pensé à ce qui se passait à un moment au Liban, où au Liban, c'était, je ne sais plus maintenant la loi actuelle, mais certains Arméniens ne voulaient pas que sur leur fiche, leur carte d'identité, on mette leur origine, etc. Donc, aux États-Unis, c'est le contraire, quoi. On met l'origine en avant. Juste pour parler de ça, j'ai eu affaire à deux jeunes Arméniens d'Arménie qui m'ont dit qu'en fait, lorsqu'ils étaient à l'école, ils ne disaient pas qu'ils étaient arméniens, ils ont changé leur nom parce qu'ils ne voulaient pas soit être assimilés à l'image un petit peu déplorable de leurs camarades, soit ils ne voulaient pas être embarqués par les camarades. Donc voilà, j'ai quand même deux cas qui ne se connaissaient pas, mais qui ont menti sur leurs origines. Donc ça, je ne sais pas. Est-ce que dans vos entretiens, vous êtes intéressé au processus d'américanisation culturelle et identitaire? Parce que ce qui ressort de ce qu'on a entendu, c'est effectivement une fragmentation, une diversité, une division entre Arméniens. Mais est-ce que dans le même temps, il n'y a pas le modèle américain qui fait son œuvre et qui tente à unifier avec des symboles, je ne sais pas, le 4 juillet, des modes de sociabilité particuliers aux Américains, un mode de se présenter qui est propre aux Américains. Bref, est-ce que ça ne fabrique pas aussi des Américains et que, in fine, les différences
malgré les différences d'origine, eh bien, elles tendent à devenir faibles, même si dans les perceptions, elles restent fortes. Mais vous avez raison, de toute façon, en fait, on est toujours face à ce paradoxe, c'est que, en tout cas, dans l'histoire américaine, on se rend compte que au moment où les immigrés, en fait, ont les moyens, les ressources pour exister et pour en fait faire entendre une sorte de voilà, en tout cas pour exister en tant que minorité, c'est toujours des moments où ils ont réussi en fait à s'emparer de tous ces outils et donc ils sont d'une certaine manière les plus américanisés, si je puis dire. Donc vous avez raison, on est toujours dans cette double dynamique. Et là, on voit bien que finalement, ils arrivent à monter des écoles, ils arrivent à exister politiquement, à influer, mais en s'emparant en tout cas de problématiques et d'outils tout à fait américains. Moi, pour sortir du monde arménien et aussi des sciences sociales, mais aller donc plus directement aussi encore sur Los Angeles, il y a un petit livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Laure Murat qui s'appelle « Ceci n'est pas une ville », où elle raconte comment elle est venue vivre à Los Angeles parce qu'elle a eu un poste à UCLA. Et elle réfléchit à ce que fait la ville sur quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui découvre cette immense horizontalité de la ville où il n'y a plus de centre, plus de périphérie, où tout est voilà, avec une sorte de géographie très circulaire et fragmentée. Voilà. Et je trouve que ça pourrait être une lecture intéressante. Ouais. Merci. Ouais. Questionner ce que fait l'espace aussi. Sur ses représentations, sur ses pratiques. Ouais. Oui, voilà. C'était en lien aussi. Ouais, super. Ouais. Merci. Ouais. Donc, je vais penser aussi quand même sur l'épisode de Yannickian qui s'est quand même déroulé à Los Angeles à l'origine, qui a été aussi une marque du revival plus général au niveau international, l'assassinat par le Yannickian du consul de Arménie, enfin une consulture. À Pasadena hein? C'était pas à Pasadena ou... Non, c'est à Los Angeles. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, c'est un des quartiers. Ouais. Et donc, ça aussi, ça a impacté évidemment. Et voilà, et donc il y a aussi cette... voilà, c'était quand même avant même ses arrivées, parce que vous avez vécu... Voilà, c'était... On sait que quand même être une ville... L'autre aspect, c'est qu'il y a eu, alors qui est peut-être moins évoqué, mais qui a commencé aussi là, c'est que Hollywood, comme on le sait, s'est intéressé assez tôt à le cinéma, aux Arméniens, à partir de Ravished Armenia ou après. Et donc, les Arméniens, maintenant qui sont dans les films, mais, qui deviennent des personnages de films, mais il y a eu pas mal d'acteurs, enfin, il y a eu un certain nombre de célébrités aussi qui ont pu contribuer aussi pas l'arménité, mais enfin à asseoir une certaine une respectabilité, c'est le mot, etc. Parce que je disais, donc il y avait cette dimension-là aussi de... Alors ça, je ne sais pas si aujourd'hui les gens l'évoquent, les nouveaux arrivants, mais... Non, en tout cas, alors je ne sais pas si ce sont les nouveaux, mais c'est vrai que les enquêtés étaient tous très heureux de me faire la liste en fait des first. C'est le first à avoir fait ça, ou la liste des personnalités arméno-américaines. Mais vous avez les acteurs célèbres. Voilà, donc il y a peut-être. Enfin non, mais pour revenir aussi à ce que fait la ville en dehors de ce que fait le cinéma, alors là. Ce que fait le cinéma dans l'histoire de cette ville, qui est quand même un peu. Qui a attiré. Non, mais on peut se poser aussi la question, hein, pourquoi aussi ils ont tous. Pourquoi aussi cet attrait pour la Californie? Et c'est vrai que. Pourquoi oui. Pourquoi donc il y a le climat qui est tout le temps mis en avant, mais je pense que pour certains c'est vraiment le rêve américain, vraiment au sens le plus premier, quoi, Hollywood, quoi, hein, les Arméniens d'Arménie quand ils vont aux États-Unis, ils vont à Hollywood, enfin je veux dire voilà. En deux petites, c'est pas vraiment, mais juste de petites anecdotes pour aussi éventuellement alimenter
des questions. Alors, c'est vrai que l'arrivée dans les années 70-80 n'a pas été si facile que ça, parce que même avec le statut de réfugié, en fait, s'ils avaient des sponsors citoyens américains, ils arrivaient directement, sinon il fallait passer par Rome. Moi, je l'ai vécu à travers la famille de mon mari. Vienne et Rome, via Rome, etc., où ils se retrouvaient dans des espèces d'auberges, d'hôtels pourris, en attendant d'avoir finalement les papiers. Et Jacques, c'est la mère de mon mari et ses deux frères, sont sortis juste la veille de l'invasion d'Afghanistan. Donc après, les routes ont été à nouveau refermées par l'OVIR soviétique pendant 10 ans. Mais quand on est arrivé, donc on est arrivé un peu à l'avance, mon mari n'avait pas vu sa mère depuis. Et l'hôtel où il devait aller, la petite pension, était fermée parce que la veille, elle avait été plastiquée par la Sala, qui s'en prenait à ces malheureux migrants avant de s'en prendre ou en s'en prenant en même temps aux consulteux. Et donc, ils s'en prenaient aussi à l'Ancha. Donc il y a aussi toute cette histoire de la migration que moi je n'ai pas oubliée, parce que je trouvais que c'était quand même assez... voilà. Et donc ils avaient plastiqué donc les gens après s'étaient retrouvés dans d'autres pensions, mais il y avait eu ce moment-là. Et donc les difficultés aussi pour arriver jusqu'aux États-Unis. Et puis à l'arrivée, donc une autre anecdote un petit peu douloureuse aussi sur le clivage cette fois-ci, c'est les post-soviétiques arrivant et s'en prenant en Carrefour en disant on vous a chassé d'Arménie et on vous retrouve encore ici. Et j'ai entendu ça. Et qu'est-ce qu'on va faire de vous? On a réussi à vous virer de là-bas et maintenant vous êtes là. Donc voilà, donc dans les clivages, il y a aussi des discriminations de l'époque soviétique à l'égard de la LNH qui se sont prolongées, réactivées là-bas aussi. Donc dans cette... c'est aussi des points qu'il faut peut-être... c'est pas universel, etc., mais c'est aussi la transposition de quelque chose. Alors c'est pas étonnant après que certains s'intéressent plus à ce qui se passe en Arménie peut-être aujourd'hui et d'autres à plus ce qui se passe dans le passé parce qu'ils n'ont pas les mêmes fantômes et la même histoire. Et voilà. Mais juste Claire, pour revenir à cette histoire aussi de Rome, donc alors là, j'étais pas du tout au courant de cette histoire d'Assala qui serait à Rome, qui s'en prendrait. Qui s'en prendrait, donc merci. Sinon, pour cette histoire du passage à Rome, donc en fait, c'était effectivement les Américains qui en fait sous-traitaient, si je puis dire, en fait, c'est vrai pour les Juifs aussi, c'est-à-dire en fait les Juifs qui devaient aller en Israël, qui sortaient pour aller en Israël mais qui changeaient de destination pour les États-Unis passaient par soit Vienne, soit Rome à l'époque. Voilà. Si on voulait aller aux États-Unis, c'était effectivement Rome. Et donc en fait, certaines personnes m'ont dit être restées parfois que 2 nuits, 3 nuits, donc vraiment un séjour. Et d'autres sont restés jusqu'à 6 mois, 7 mois avant que leur papier se fasse, etc., etc. Et sur place, ils étaient aidés. Alors il y avait l'organisation comme l'ANCHA, mais en fait, d'autres organisations comme HIAS, ou le World Council of Churches qui a aussi été très actif pour aider en fait les réfugiés. Les réfugiés à obtenir aussi en fait le statut. Voilà. Parfois ils n'obtenaient pas leur papier et puis du coup après les organismes faisaient à l'époque soviétique. À l'époque soviétique, je parle de 88, 90. Mais alors cet organisme-là, il n'a pas d'archives c'est très difficile en fait. Justement, je les ai contactés. Qui ont été écrits par moi, j'ai rencontré l'un des derniers directeurs de l'ANCHA. Madikian. Ah oui, non, il y a il y a très longtemps, dans les années 70, il était à Los Angeles justement. Il a écrit des mémoires et c'était un officier de l'armée américaine qui a commencé à aider les DPs. Et donc, l'ANCHA a continué comme ça après pour les Arméniens soviétiques. Une fois, c'était au niveau des prisonniers de guerre. Et là, il y a justement un livre qui a été fait justement sur cet épisode de Zadoyan,
Et lui aussi, en fait, il est allé voir dans les archives de l'Ancha, mais il dit qu'à un moment donné, à partir de 75, ça se perd. Et je l'ai contacté aussi. Mais alors c'est précisément à ce moment-là que ça devient actif. Oui, mais moi, je l'ai interrogé pour ça, parce que je lui ai dit, parce que j'avais plein de questions par rapport à son livre, il m'a dit oui, mais moi, malheureusement, j'ai plus accès, en fait. À partir de 75, non, mais ça se perd. Il y a un aspect éminemment politique quoi, dans cette affaire. C'est un peu comme le natif avec les juifs et tout ça. Oui, mais je pensais que l'Ancha était moins actif à cette époque que d'autres. Non, mais Ancha, au départ, ça a été créé dans 1945. Pour les DPs. Pour les DPs, donc oui, soit les anciens prisonniers de guerre soviétiques arméniens, soit pour les déplacés des pays de l'Est. Mais c'était quoi la structure des années 70-80 ? Et ben, dans les années 70, ils existaient encore et ils sponsorisaient les Arméniens soviétiques qui émigraient, les Arénatas en particulier, qui essayaient de sortir du Liban, par exemple, ils devaient aller au Liban et du Liban, après les aider à... En dehors de cet attentat à Rome, l'un des premiers attentats aussi de la Sala était contre le siège de l'Ancha à Athènes. Ah ouais. Ah ouais, non, mais je les ai suivis. Enfin, il y a sûrement des archives un peu disponibles. Mais enfin, bon, en même temps, oui. Non, mais en même temps, toi, tu n'es pas historienne, hein, donc tu parles... j'ai essayé là, j'ai essayé aussi, parce qu'en fait, après, ce qui se passe, c'est que les organismes aussi, alors surtout pour les Arméniens, parce qu'en fait, les Arméniens, quand on leur a pas vraiment donné ce statut, finalement, de réfugiés, donc on leur dit, vous pouvez sortir, mais après, ils se perdaient un petit peu dans la nature. Mais il y a comment ça s'appelle, le Armenian Relief Society, qui a été, en fait, un des... qui aidait en fait ces associations, et donc eux j'ai essayé aussi, alors eux ils m'ont ouvert leurs archives, mais il n'y a pas grand chose en fait, j'étais un petit peu déçue aussi. Oui, non, je ferais ça plutôt... je crois qu'il s'appelait, je sais pas si c'est pas Marc. Enfin, Mardikian, George Mardikian, j'ai lu aussi ses mémoires, ouais. Il avait un restaurant très célèbre aussi à San Francisco. Oui, je crois que je l'ai rencontré au début des années. C'est une personnalité de Californie. Dans les entretiens que vous avez menés, est-ce que vous avez interrogé ou sondé les personnes que vous rencontriez sur l'idée du retour ou de l'émigration en Arménie? Est-ce que ça occupe... je complète juste ma question. C'est un constat extrêmement empirique, mais pour m'intéresser à l'actualité en Arménie, les personnes qui viennent des États-Unis ou éventuellement du Canada, ils ont souvent, j'ai l'impression, le profil suivant, c'est-à-dire ils sont nés au Moyen-Orient et arrivés tout enfant aux États-Unis, ou alors originaires du Moyen-Orient et nés aux États-Unis, et après ils vont se réinstaller en Arménie, et ils ont un activisme civique, politique et autres. Alors, je ne sais pas si après c'est un modèle qui reproductif, c'est forcément... Dans ceux qui retournent en Arménie. Voilà, exactement. Alors, au jour d'aujourd'hui, en Californie, qu'est-ce que ça occupe dans les représentations identitaires que la possibilité de peut-être partir un jour, et qui ça préoccupe particulièrement? Alors, il y a un sociologue, un jeune chercheur qui s'est intéressé au cas de ces Arméniens d'Amérique qui vont s'installer en Arménie, c'est Danny Fitante, il a écrit un papier là-dessus, un article là-dessus, et lui en fait, il a une théorie et il montre qu'en fait il s'engage sur l'Arménie mais en restant en fait à côté, donc c'est-à-dire qu'il s'implique mais en restant un petit peu en marge. Le thème de Repat, il s'appelle le même Repat. Oui, Repat Armenia, exactement. Voilà. Donc il y a tous, exactement, il a suivi en fait ce groupe de Repat Armenia. Qui sont-ils, etc. Ces Canadiens, ces Américains qui vont. Pour savoir si les Arméniens d'Arménie veulent ou non retourner en Arménie, en fait, pour beaucoup, ils sont en fait dans une sorte d'entre-deux. Hein. Ils vont, ils viennent, alors qu'avant ils avaient... Ils ont la double citoyenne. Oui, mais je veux dire, ils vont, ils viennent, donc en fait, finalement, ils restent un peu ici, un peu là-bas. Par contre, je remarque quand même quelque chose parmi les Arméniens d'Arménie, c'est aussi en fait la pression, disons, familiale ou sociale sur le retour, même lorsqu'ils retournent pour les vacances. En fait, j'ai interviewé un certain nombre de gens qui m'ont dit « je n'ai pas les moyens de retourner en fait en Arménie » parce qu'en fait, s'ils retournent en Arménie, il faut qu'ils retournent avec des cadeaux. Et en fait, j'étais très étonnée au départ de cette histoire, et donc du coup, j'ai commencé à interviewer plusieurs personnes. Ils disaient « mais
mais comment ça, les cadeaux, combien ça peut te coûter? Et en fait, parmi les gens que j'ai interviewés, les cadeaux, ça va entre 6 000 et 12 000 $, figurez-vous, selon les personnes que j'ai interviewées. Et là, je parle de gens qui n'ont vraiment pas les moyens. Donc, j'étais extrêmement frappée. Et ils me disent qu'en fait, ils doivent partir avec des cadeaux, ils doivent partir avec du cash, parce que sur place, c'est eux qui doivent inviter les cousins, la famille, les voisins au restaurant, etc. Et donc, il y a une sorte de pression supplémentaire. Et j'ai rencontré une femme, une mère célibataire aux États-Unis. Son mari a été reconduit en Arménie. Et elle me dit qu'elle, du coup, même si elle est finalement, elle m'a dit, je suis devenue l'homme de la famille, parce que du coup, elle est la seule à être à l'extérieur. Et donc, du coup, c'est une pression très forte sur elle, une double pression financière. Mais c'est pareil pour les Arméniens d'Arménie qui vivent en France. Oui. C'est pareil, Non, mais c'est. Enfin, on passe pas 12 000 balles quand même. Mais je remarque juste que, par exemple, c'est une pression que les Arméniens d'autres pays, en tout cas, n'ont pas évoquée. C'est pas aussi parce que c'est pas aussi massif. Bah ouais. Il y a le phénomène des... Pardon? C'est d'être l'oncle d'Amérique. Oui, c'est ça. Il y a aussi la fuite parfois vers l'Arménie pour ceux qui ont fait des fraudes, etc. Donc, qui retournent se réfugier en Arménie. Et puis, mais il y a aussi le phénomène, vous n'avez pas évoqué, des migrations féminines de travail. Bon, moi, j'ai rencontré par exemple des grands-mères qui travaillaient pour garder des enfants ou faire le ménage, etc., pour aider la famille rester là-bas, qui n'arrivaient pas, elles, à sortir, mais elles arrivaient à obtenir des visas de tourisme, en réalité, plus facilement, parce que maintenant, les visas sont quand même compliqués à obtenir. Et du coup, elles venaient travailler quelques mois ou plus longtemps. Aux États-Unis. À Los Angeles, j'en ai rencontré, pour aider leurs enfants et petits-enfants à rester. Donc il y a ce phénomène des migrations féminines. Là, tout à l'heure, j'étais à une thèse sur les migrations féminines géorgiennes en Turquie, mais c'est même, il y en a aussi les Arméniennes en Turquie, mais voilà, en dehors de la migration d'installation, il y a aussi ces allers-retours ponctuels, un peu comme vont émigrer, faire des migrations de travail. Des saisonniers. Ouais, c'est ça. Saisonniers. Mais par contre, pour la question des grands-mères, en fait, on se rend compte que pour les migrations soviétiques, en général, ils sont partis en famille. Et étant donné qu'en fait, pour les premiers, par exemple, qui sont partis pour les Haïl-Nadas, étant donné que c'était en fait les grands-parents qui avaient des liens, on a eu affaire à un groupe en fait plus âgé en général que d'autres immigrés aux États-Unis. Et donc, c'est aussi intéressant de... Qui ont joué un rôle crucial du point de vue économique, parce que elles recevaient une retraite, aussi, une aide. Aussi, ou après pratique, si on a ou pas la grand-mère, du coup, la mère, elle peut ou pas travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a aussi tout ce rôle, en fait, des grands-parents qui est intéressant aussi à développer. Bon, peut-être lever le camp, merci. Merci en tout cas de votre patience.